Et si le fait de perdre son chemin faisait justement partie du chemin? Quand on évite de se poser les vraies questions, parce qu'on a peur de faire face à ses plus grandes peurs. On donne sa souveraineté aux circonstances et on commence à subir sa vie. À force d'essayer de survivre, on a peur de vivre. En évitant à tout prix de souffrir, on se coupe de notre capacité à aimer, à être aimé et à recevoir. À force de retenir son souffle, on se coupe de notre énergie de vie et on se perd dans les rêves des autres. Dans cet épisode, je te partage les 7 étapes qui m'ont permis de sortir du burn-out et de m'aligner avec mes missions d'âme. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Mes plus grandes gratitudes aujourd'hui viennent des chemins chaotiques que j'ai pu traverser. 1 an après avoir fait une fausse couche qui m'a beaucoup impactée, où je me suis sentie vraiment hyper coupable, Dieu m'a fait la joie d'être mère et de me donner un fils merveilleux. Pendant des années, j'ai eu peur d'avoir des filles. J'avais envie d'avoir d'autres enfants, mais les traumas du passé font que, pour moi, enfanter des filles, c'était compliqué. Et Dieu m'a donné 2 belles filles. J'ai même pas eu besoin de les accoucher. C'est pas génial, ça? Après avoir divorcé, tout quitté, tout vendu, renoncé à tout ce que j'avais construit au niveau patrimonial, matériel et même sentimental, Dieu m'a ramené l'amour de ma vie en tant que partenaire de vie, avec qui aujourd'hui je partage mon cœur et mon foyer, après avoir souffert de la blessure du rejet. Une blessure qui a été activée quand j'ai divorcé, puisque j'ai été rejetée par 90% de ma famille de sang. Parce que j'étais trop ambitieuse, trop différente, parce que j'étais pas comme les autres de ma famille. Eh bien, j'ai fait de cette différence ma force, mon identité. Et j'utilise cette partie de moi aujourd'hui comme un talent pour venir créer du lien entre les gens, pour les inviter à se relier à Dieu. Et chaque jour, ma mission, c'est de rappeler aux gens qu'ils ne sont jamais seuls, qu'à chaque instant, ils sont aimés et soutenus. Et je peux vous assurer que pour quelqu'un qui a la blessure du rejet, c'est pas rien. Après avoir connu personnellement l'épuisement professionnel et le burn-out, j'accompagne aujourd'hui des femmes qui sont passées par là, qui passent par là, à bâtir une vie, une carrière, un business qui leur ressemble, en sortant de la souffrance et en se reconnectant à la joie. Après avoir été complètement déconnectée de mon corps, de ma féminité, de ma créativité, j'inspire aujourd'hui d'autres femmes à emprunter ce chemin où elles vont habiter leur corps et récupérer leur souveraineté, leur puissance. Quand je vous dis ça, je me dis que mes plus grandes blessures ont en fait révélé mes passions, mais aussi mes missions d'âme, ce que je suis venue faire ici sur Terre. En définitive, toute souffrance vient nous préparer à quelque chose, si on a envie d'en faire quelque chose. Et dès le début de cet épisode, je vous pose la question, qu'avez-vous envie de faire des souffrances que vous avez actuellement ou des souffrances que vous avez vécues? Est-ce que vous voulez les transmuter, c'est-à-dire les transformer pour en faire quelque chose de beau, quelque chose qui va vous motiver, quelque chose que vous allez pouvoir transmettre aux autres pour rayonner votre lumière? On a toujours 2 manières de regarder ce qui nous arrive. Soit on s'apitoie sur son sort, soit on se dit que c'est nous qui choisissons l'impact que vont avoir certains événements sur le reste de notre vie. Bon, tu l'auras compris, moi j'ai choisi de ne pas me laisser abattre, j'ai choisi que j'allais construire la vie dont j'avais envie.
parce que c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été drivée par le Saint-Esprit qui me disait que tout allait aller. Je t'ai déjà raconté ça dans plein d'autres épisodes. Donc, c'est pas vraiment ce que je vais te raconter aujourd'hui. Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est vraiment de cette période où j'ai connu le burn-out, à la fois au travail et à la fois au niveau perso. Parce qu'un burn-out, c'est jamais que au niveau pro. Je crois que c'est important de préciser que à cette époque-là, la notion de burn-out pour moi était inconnue. L'alignement aussi. Si tu m'avais dit oui, tu veux t'aligner, je t'aurais dit s'aligner à quoi? Tu vois le truc? Aujourd'hui, cette notion d'alignement, moi, je l'entends comme le fait de pouvoir faire ce que je veux avec une grande liberté et à peu près quand je veux, en respectant mes valeurs et ce que je suis profondément. Donc pour moi, l'alignement est lié à la liberté, à mes valeurs et à ma capacité de création. Je me posais absolument pas ces questions quand j'étais salarié. Et c'est pas dû au fait que j'étais salarié, c'est juste que ça correspondait à mon niveau de conscience à ce moment-là. Et donc pour te dépeindre le tableau, je suis arrivée petit à petit à ne pas respecter mes valeurs, mais c'était vraiment jour après jour, mais ne sachant pas clairement quelles étaient mes valeurs, j'avais du mal à comprendre que je ne les respectais pas. Et c'est bien ça le problème. Parce que quand tu connais tes valeurs, tu connais tes priorités, tu peux t'adapter et tu peux te dire, bah voilà, là, je crois que je commence à être en dissonance, je m'aligne plus avec ça, et du coup, c'est ça qui fait que je vais mal. Moi, je mettais pas des mots sur tout ça, c'est pas des questions que je me posais. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un épisode là-dessus, parce que je pense que si tu es dans cette situation, ça peut t'aider. Tout a commencé au travail. Déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé ma vie professionnelle en entreprise, je me suis réorientée, je suis sortie de cabinet d'avocat à Paris pour aller travailler dans le retail, donc je suis vraiment partie du bas de l'échelle de la chaîne managériale. Et puis, tous les 18 mois, j'ai changé de poste, j'ai évolué, soit dans la même société, soit dans d'autres sociétés, ce qui fait que j'étais toujours dans une logique apprenante où je faisais quand même beaucoup d'efforts parce que j'allais pas maîtriser mon poste. Et dès que je commençais à maîtriser mon poste, finalement, je passais à un autre poste. Ça déjà, c'est le cocktail de l'épuisement professionnel. Parce que tu es toujours en train de te donner un max, tu es presque toujours en prise de poste. L'avantage, c'est que ton salaire évolue très vite. En 7 ans, j'ai beaucoup d'avantages financiers, j'ai énormément appris, je me suis jamais ennuyée, j'ai déménagé, j'ai travaillé pour plusieurs enseignes. Et donc ça, c'était vraiment très très cool. En revanche, il y a eu directement un déséquilibre entre ma vie personnelle et professionnelle et un gros impact sur ma santé physique et ma santé mentale. La première chose, c'est vraiment l'hygiène de vie. À la base, moi, je suis quelqu'un qui fait du sport, qui mange globalement bien, qui adore cuisiner et qui n'a pas un mode de vie malsain. Le problème, c'est que quand tu travailles autant, c'est-à-dire entre 50 heures et 70 heures par semaine, c'est compliqué de garder une bonne hygiène de vie. Déjà parce que tu tapes dans ton sommeil. Moi, il faut dire ce qui est. Il y a des fois, avec les frises de poste, les ouvertures de magasins, quand tu as plusieurs sites à gérer, tu as des grosses équipes, etc., ça devient compliqué. Tu es obligé de pas dormir beaucoup à un moment parce que sinon ça passe pas. Parce que tu pars très très tard des sites et tu reviens le lendemain très très tôt. Tu ramènes parfois du travail à la maison, bref, tu es épuisé, tu dors très peu, et tu as peu de, finalement, de capacité à récupérer vraiment, même si tu es jeune. Parce que je faisais des horaires en décalé. Donc si tu veux, quand tu commences à 5 heures du matin et que tu termines, il est 18-19 heures ou des fois 23 heures, tu rentres chez toi, il est minuit, c'est un peu compliqué de garder un mode de vie sain. Parce que tu manges en décalé, tu sautes ta pause déjeuner, tu t'arrêtes au McDo sur l'autoroute parce que tu te dis là en fait je commence à avoir vraiment faim et tu rentres chez toi presque tu t'endors. Je me souviens d'un jour où je me suis quasiment endormie en voiture sous le tunnel du Vieux-Port. Et tu vois tout ça, ça m'a amené à me dérégler complètement. Déjà au niveau du sommeil parce que je suis en décalage, se réveiller très tôt à 4 heures, 5 heures pour prendre la route et dormir à minuit, tu comprends bien que c'est pas un rythme normal d'être humain et faire ça pendant des années, même si t'es très bien payé et faire des très gros horaires en plus après ça. Tu rajoutes à ça une mauvaise alimentation, ensuite pas forcément beaucoup de mouvement parce que y a des postes où j'avais beaucoup de routes et puis j'avais beaucoup de bureaux. Donc quand je faisais par exemple des ouvertures de magasins, ça allait, je bougeais à peu près, mais après j'avais quand même beaucoup d'analyses de chiffres, beaucoup de calls, et donc tu es quand même assez statique. Donc pour ton dos,
C'est pas du tout bon. Quand tu es dans tes jours de repos, tu as juste envie de dormir. Donc globalement, ça donne une hygiène de vie qui est pas super saine, même si t'es pas là en train de te droguer et manger tous les jours au McDo. Mais si tu manques de sommeil, si finalement tu consommes trop de sucre, trop de gras et que tu bouges pas et que t'élimines pas globalement, ton corps peut pas récupérer, ton système nerveux est tout le temps stimulé parce que tu es tellement fatigué que de toute façon, chaque stimuli ou chaque demande extérieure peut générer de l'anxiété et te mettre sur les nerfs. Donc finalement, tu as un stress qui est plutôt constant. Forcément, ça joue sur ton humeur. Avec tes collègues, les relations sont pas forcément top. Et à la maison, c'est pas forcément top non plus. Parce que t'arrives, t'es fatigué, en plus t'es chiant, à fleur de peau. Et en plus, t'es juste épuisé. Donc tu vois que là, dans tous les domaines, finalement, ça commence à aller mal. Cette hygiène de vie de base que j'avais pas de manière récurrente a commencé à jouer sur ma santé mentale, physique, sur mon moral, sur ma motivation. T'ajoutes à ça des déplacements en Italie, en Espagne, en Europe, à être déconnecté avec un petit nourrisson qui t'attend à la maison et toi qui voyages en fait finalement, tu comprends que c'est assez compliqué. Et t'es au quotidien rongé par la culpabilité parce que tu as l'impression que tu ne fais pas assez. Moi, j'avais l'impression de ne pas être assez à la maison, de pas assez voir mon fils, de pas assez travailler, de pas remplir mes objectifs au travail, de pas être assez là pour mes employés et d'avoir en même temps la pression de moins de plus un, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Tu vois? Donc en fait, tu es pris de tous les côtés. Ensuite, tu as ta famille qui te fait des remarques parce que bah, t'es pas assez présent, parce que t'es fatigué, parce que t'es sur les nerfs. Mon ex-mari me demandait par exemple un deuxième enfant, moi j'étais là. Mais mon petit, je ne dors même pas. À quel moment tu veux qu'on fasse un deuxième enfant? Et tu rajoutes à ça la pression d'une famille africaine qui est un peu dans la négation et qui te demande tout et n'importe quoi, que ça soit moral, financier, voilà. Ajouter à cela tout ça. Donc ça donne un peu le cocktail de là, je suis à deux doigts de craquer. Je suis à deux doigts de rester dans mon lit et de plus jamais me lever tellement mon système nerveux est à vif. Tu sais, quand t'as même plus de force pour pleurer. Ajouter à ça, je crois, mon dernier poste, quand j'étais salarié, l'ouverture de 2 magasins, dont j'étais general manager, tombait le jour du mariage d'une de mes meilleures amies, où j'étais témoin. Donc je ne suis pas allée à ce mariage. Et là déjà, tu vois, ça commençait à être compliqué. Et pourquoi c'est important de se poser la question des valeurs? Parce que moi, comme je me posais pas la question, je comprenais pas cette tension interne, ce mal-être qui commençait à se renforcer. Mais finalement, c'est parce que je respectais pas mes valeurs. Une de mes valeurs principales, c'est la famille. Donc déjà, le fait de manquer le mariage de cette meilleure amie parce que j'avais changé de poste et que j'avais pas le choix, j'avais une pression financière, j'avais pas le choix, c'était compliqué pour moi. En sachant que cette personne était aussi mon témoin de mariage et que je la connais depuis que j'ai 6 ans. Tu vois, donc c'était compliqué. T'ajoutes à cela, dans ma valeur famille, le fait que je ne passe pas assez de temps avec mon ex-mari, avec mon fils qui était tout petit, avec la pression de ma famille aussi qui demandait à me voir, mais moi j'étais épuisée. Ensuite, il y a eu ma valeur transparence et justice qui ont été vraiment mises à mal par mon employeur. Où au quotidien, je vivais des choses comme des injustices. Alors, c'était pas des injustices par rapport à moi, où j'étais pas soutenue par la direction. Et je me souviens d'un truc qui m'a particulièrement impactée. Un jour, il y a une altercation entre deux collaborateurs et une des collaboratrices était enceinte. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je convoque cette personne, j'envoie une demande de sanction au RH. Juridiquement, en droit français, il y a un délai. La RH, qui était bidon, forcément, ne respecte pas le délai, la personne n'est pas sanctionnée. La femme enceinte vient me voir en me disant bah, mais je comprends pas, etc. À ce moment-là, on ne savait pas en fait, quand il y a eu l'altercation, qu'elle était enceinte. J'apprends après qu'elle était enceinte. Et je me retrouve dans cette situation où je ne sais pas quoi dire à cette personne. Moi, j'ai fait mon travail. La direction n'a pas respecté ce que j'ai demandé. La personne n'est pas sanctionnée. Et la personne, qui est victime en fait de cette agression, a l'impression que je ne la protège pas. Et là, ça m'a fait mal. Là, j'ai commencé à être en décalage. Et il y a eu une multitude d'événements comme ça qui se sont accumulés et qui faisaient que moi, je devais faire face à mes équipes
et je devais porter le masque de la société pour laquelle je travaillais, c'est-à-dire que j'étais payée aussi pour assumer des responsabilités, mais je ne pouvais pas être transparente. Je ne pouvais pas dire tout ce qui se passait. Donc je respectais ni ma valeur transparence, qui pour moi est une valeur cardinale, ni la justice, qui pour moi est une valeur très très forte aussi. Et en plus, il y a une autre de mes valeurs qui n'était pas respectée, c'était la liberté d'action. Je ne me sentais pas libre de dire ce que je voulais, je ne me sentais pas libre de faire ce que je voulais, alors que j'avais quand même un poste à responsabilité. Tout ça au quotidien, ça commençait à être dur. Plus la valeur famille qui venait être mise à mal. Donc ça faisait 4 de mes valeurs principales que je ne respectais pas au quotidien. Et ça, c'est immédiat. Si tu captes quelles sont tes valeurs principales et qu'au quotidien, dans tes actions, dans tes décisions, dans ce que tu penses, dans tes interactions avec les autres, dans comment tu agis, entre guillemets, tu ne les respectes pas, ça tape directement dans l'estime de soi. Tu fais rien, ça va taper sur la confiance en soi. Et tu vas finir par avoir une piètre image de toi-même. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas pas te reconnaître. Et je te parle de ça parce que j'avais aucune idée que c'était ça, le problème. Et pourtant, c'était bien ça. Donc, je me retrouve dans un quotidien où pour moi, entre guillemets, c'est impossible de respecter mes valeurs. Tous les choix que je fais font que j'arrive pas à respecter mes valeurs. Parce que j'arrive pas à quitter mon employeur. Et dans ça, bien sûr, j'en parle avec mon employeur, j'en parle aussi avec mon ex-mari, j'en parle avec ma famille. Tu vois, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, d'essayer de répondre aux attentes extérieures. Mais il y a un moment, il y a un décalage. Je sens une telle pression venant de toutes parts, et je sens qu'il y a un décalage entre ma capacité à y répondre. Pourquoi? Parce que j'ai plus de capacité de résilience. Je suis épuisée. Mon hygiène de vie n'est pas assez équilibrée et saine, ce qui fait que mon organisme n'arrive pas à répondre. Je n'ai pas de pensée claire. Je n'ai pas d'énergie vitale. Je m'épuise au quotidien et je suis en train de mourir finalement à petit feu. Et là, il y a l'anxiété qui prend le dessus au quotidien. Il y a les maux physiques qui apparaissent. Les jours de repos commencent à devenir des jours où j'agis robotiquement. Je crois que je te l'ai déjà expliqué ça dans un autre épisode, mais en gros, je me repose pas. Je fais les courses, les trucs administratifs, je fais ça, je fais ça. J'essaie toujours d'être sur 1000 plans. Et ça ne fonctionne pas. Et petit à petit, ça va de plus en plus mal. Il y a une souffrance qui naît et qui fait que, bien évidemment, je rentre dans un état d'épuisement professionnel. Même si je continue à travailler, je suis quand même dans un état d'épuisement professionnel. Psychologiquement, là, je le sais pas, mais je suis en dépression. Ça veut dire que tout ne tient qu'à un fil. À n'importe quel moment, j'aurais pu être hospitalisée, par exemple. J'aurais pu ne pas me relever et me dire, voilà, le matin, tu vois, dans l'état de burn-out, tu peux aussi avoir des périodes comme ça, tu n'arrives même pas à te lever de ton lit. Mais moi, c'était à une minute près, hein. Quand j'ai arrêté de travailler, je t'assure que j'étais vraiment sur le fil. Le coup de grâce, bien sûr, c'est un jour mon fils qui veut pas venir avec moi, qui veut pas m'embrasser, qui limite, c'est pas qu'il me reconnaissait pas, mais il préfère rester avec son père. Et là, je me dis, waouh, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Avec mon ex-mari, ça va de plus en plus mal parce que déjà, je suis nerveuse. Bon, une colère qui est froide, mais je suis pas sympa. Je suis pas souvent là. Quand je suis là, je fais des trucs de manière robotique parce que je suis en mode, faut que je sois une femme parfaite, une épouse parfaite, une mère parfaite, etc. Bon, j'avais oublié d'être un humain parfait. J'avais choisi la version robot. À aucun moment, je me suis dit, mais il faudrait se reposer quand même. Et je commence à aller de plus en plus mal. Je commence à pleurer pendant mes jours de repos. Je commence à me sentir très seule. Les gens autour de moi, déjà, je pense intellectuellement, ne comprennent pas. Quand je dis intellectuellement, c'est vraiment une question peut-être de capacité intellectuelle. Je me dis ça avec le recul. Parce que quand on me voyait, c'était évident que j'étais en état d'épuisement professionnel. Ils continuaient à me demander des choses, ils continuaient à me faire des reproches. Ah, mais tu viens pas au repas de famille. Mais moi, j'étais là. Mais en fait, j'ai envie de dormir. J'ai juste envie de dormir. Sinon, je vais tomber. Je m'endors en voiture. Je vais faire un accident, donc juste laissez-moi dormir. Et en fait, j'avais cette pression de toutes parts. Je me disais, mais personne ne comprend ce que je vis. Et en même temps, j'étais le plus gros salaire de la maison, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Il faut savoir que dès le début, dans ma dernière expérience en tant que salarié, j'étais quasiment dès le début en épuisement professionnel. Je suis quand même restée presque 2 ans à ce poste, mais dès le début, j'ai vu que ça allait pas le faire. Mais financièrement, je ne pouvais pas partir.
Je crois qu'à un moment, quand je commençais à manger des gâteaux toute seule dans ma chambre, en étant allongée sur mon lit, que j'ai commencé à prendre du poids, que j'ai commencé à regarder mon corps, à être dégoûtée par mon corps, parce que je faisais plus de sport, parce que je mangeais du sucre pour compenser, parce que j'ai l'impression que rien n'allait autour de moi à part d'être avec mon fils, qui était quand même assez merveilleux, mais qui permettait pas de combler en fait tout cet état d'épuisement. Là, j'ai commencé à me dire, oh, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans mes vêtements, je me sens pas bien dans mon travail, je me sens pas bien dans ma famille, je me sens pas bien en fait dans tout. Ça s'appelle la dépression. Et je me souviens, j'avais beaucoup de déplacements pro, et à un moment, on m'envoie à Paris et on me dit, voilà, tu dois être à Paris demain à 8 heures, donc il fallait que je prenne un train à 5 heures. Et là, je me dis, la veille, je rentre tard, j'avais pas vu mon fils, et là, je craque. Je me dis, franchement, je veux dire que j'ai loupé le train. J'ai envie de voir mon fils le matin. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai dit que j'avais loupé le train, j'ai pris le train suivant pour pouvoir voir mon fils et pour pouvoir dormir un peu. J'en étais là. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Une autre vie est possible. Et puis je commence à voir des gens qui commencent à faire autre chose. Il faut savoir que moi j'ai des amis entrepreneurs, dont un, là ça fait plus de 10 ans qu'il est entrepreneur, qui est tailleur, je vous en ai déjà parlé. Il a une entreprise de tailleur pour hommes qui s'appelle Confident, donc Florent Alexis Faustin, qui est très très inspirant, et je vois qu'il fait d'autres choses. Lui aussi il a fait du droit avec moi, mais très vite il s'est réorienté. Et j'ai une autre amie aussi qui fait autre chose. Et là, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Je me pose des questions. Et je comprends que mon corps physique va lâcher. Ça, j'avais bien compris. Je me dis, là, il y a quelque chose qui va pas. J'arrive pas à faire du sport. J'arrive à rien faire. Mais par contre, j'arrive un petit peu à lire. Et donc maintenant que tu as un état de la situation, je vais t'expliquer comment je suis sortie du burn-out en 7 étapes. La première étape, c'est mon hygiène de vie. Pour moi, l'hygiène de vie, elle repose sur 3 choses. Déjà, c'est 1, le repos. 2, une alimentation qui est saine. Et 3, le fait de faire du sport, d'éliminer. Ça, c'est vraiment les bases. Ça a l'air bateau comme ça. Mais pour quelqu'un qui est en état d'épuisement professionnel comme je l'étais, et qui est au bout du rouleau, je peux te dire que si tu veux te reconnecter à ton énergie vitale, c'est la base. Comment je fais pour changer mon hygiène de vie? Parce que je t'ai quand même décrit un truc où je suis dans un tourbillon là. Là, je suis dans un rouleau compresseur. Je me rappelle avoir fait une vidéo que j'ai montrée à mon chéri, là, avec qui je vis maintenant, et il me dit, mais t'es sérieuse, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? En fait, je me filme parce que j'aimais tellement pas mon corps, et je me dis, mais je reconnais plus mon corps, en fait, je suis tellement grosse que c'est pas moi. Et tu vois cette vidéo, franchement, il y a très peu de personnes qui l'ont vue, mais je crois que mon énergie vitale, elle a quitté mon corps. Maintenant, quand je la vois, je fais what? C'est comment les gens autour de moi ont pu me laisser comme ça? Comment moi j'ai pu me faire ça? Donc je suis dans cet état-là et je commence à lire des bouquins de développement personnel et je découvre Miracle Morning. Et Miracle Morning, je crois que c'est l'auteur, c'est Ad Harrods, quelque chose comme ça. En gros, qui te dit que le fait de se lever un peu plus tôt le matin, même une demi-heure, et d'adopter des routines qui vont te permettre de nourrir ton âme, ton esprit, ton mindset, vont permettre de changer toute ta vie. Ah moi je me dis, mais c'est quand même intéressant cette idée. Et dans mon emploi du temps débordé, je commence à mettre en place le Miracle Morning. Je te jure que c'est vrai. Et je commence à me lever une demi-heure, 1 heure plus tôt. Et pendant cette heure, je fais des petites prières, petites méditations, je commence à lire, je commence à écrire. Je me prends une passion pour l'écriture et je commence à écrire un bouquin. Et là, mon énergie, elle change. Ce Miracle Morning va m'apporter une chose. Comme je fais cette routine du matin, je commence à prendre du recul. Il y a quelque chose d'autre qui me nourrit. Je suis plus en mode automatique. Mais c'est un truc de fou. Même quand je te le raconte, je me dis, mais comment juste un petit bouquin comme ça peut te sortir la tête de l'eau? Je suis quand même épuisée, mais il y a une lumière. Il y a quelque chose qui change. C'est comme si j'avais fait une petite perfusion d'énergie vitale qui me disait mais il y a quelque chose d'autre de possible. Très très vite, je lis un deuxième bouquin. Et ces 2 bouquins, quand même, ont changé ma vie, donc franchement, gratitude pour les avoir découverts. Je ne sais même pas comment je les ai découverts. Ce deuxième bouquin, c'est
Les 7 habitudes de personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Stephen R. Covey. C'est genre un best-seller qu'on lit dans les écoles de commerce et tout. La première habitude, elle me met une gifle, c'est être proactif. Fait la différence entre les êtres qui sont réactifs, en gros ceux qui subissent leur environnement, qui vont en fonction des situations, à chaque fois subir leurs émotions, leurs sentiments, et finalement ça va altérer leur performance de manière générale. Et tu as les êtres proactifs qui, eux, sont guidés par leurs valeurs, vont essayer de finalement fournir un travail de qualité, qui vont s'engager, mais qui vont pas se laisser plomber par ce qu'il y a autour d'eux. En gros, la personne proactive, elle va se dire, ok, il y a des choses sur lesquelles je peux rien faire. Moi, je vais me concentrer sur ce qui dépend de moi. Je vais faire ce que je peux faire du mieux possible. Et quand j'aurai plus de capacité ou plus de choix, je ferai un choix qui est différent et je sortirai de cette situation. Mais ce ne sont pas des gens qui subissent. Moi qui subissais complètement toute ma vie, je me suis dit, waouh, je suis une personne réactive. Je subis toutes les situations qui arrivent et à chaque situation, je suis de plus en plus mal et j'ai l'impression que je suis en prison. Ce Stephen R. Covey arrive et il me dit mais attends Edmé, mais écoute, t'as le choix. Soit t'es proactif, soit t'es réactif. Et là, j'ai une lumière, je me dis ah non mais en fait, moi je passe du côté des proactifs les gars. Hein. Moi je reste pas là à être réactive et à subir ma vie. Et à chaque fois qu'une situation arrive, je commence à choisir. Au travail, je commence à partir plus tôt. Il y a des urgences, il y a ça, comme d'habitude. Et je me dis non, non, c'est pas possible. Moi, j'ai décidé que je partais plus tôt. J'ai besoin de passer du temps avec ma famille. De toute façon, ça sera toujours là demain. Donc, je gère globalement les urgences. Mon engagement est le même. Par contre, je ne me laisse plus déborder et je me dis plus que je suis tout le temps dans un sentiment d'urgence et que je dois tout finir le jour même. Je ne ramène plus de travail à la maison. Et ça change tout. Petit à petit, à la maison, je commence à demander de l'aide. Plein de choses que je faisais toute seule, je commence à dire là, j'ai besoin de j'ai besoin d'aide. Tout ça, ça a ouvert un espace de prise de recul. Bien sûr, le livre Seven Habits ne dit pas que ça. Il y avait une deuxième habitude aussi qui disait qu'il faut toujours commencer par visualiser la fin. Et ça, j'ai trouvé ça tellement fort. C'est le fait d'avoir une vision tout simplement. T'avances pas sans vision. Tu pars, tu sais où tu arrives. C'est tout ce que je travaille avec mes clients. La vision. En gros, tu vas pas partir sans avoir de plan. Non, tu sais déjà où tu vas. C'est la visualisation créatrice. Et tu vois ça, moi je connaissais rien au développement personnel. Mais c'est des choses qui ont changé ma vie, que j'ai mis en application tout de suite. Et quand j'ai commencé à visualiser mon futur, je me suis dit, en fait, j'ai pas du tout envie d'être à côté de mon mari. Si je visualise le futur avec lui, hop, ça me plaît pas du tout. Mon travail, ça me plaît pas du tout non plus. Je me visualise pas du tout dans cette fin-là, en étant comme ça. En me posant les vraies questions, j'ai vu que la fin dans laquelle je m'étais engagée me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai le choix. Alors, je me suis pas dit exactement comme ça, mais finalement, ça a été ça. Quand j'ai été dans un rapport d'honnêteté avec moi-même, j'ai compris que la fin que j'étais en train de visualiser me plaisait pas, mais que j'avais la possibilité de changer cette fin et de faire des choix différents. Alors bien sûr, il fallait un peu d'audace, mais c'est ce que j'ai fait. L'habitude numéro 3, ça a été de se recentrer sur ses priorités et de vraiment donner la priorité aux priorités, d'arrêter de disperser son temps. Et ça aussi, mais ça a changé ma vie, je peux pas te dire comment. Je me suis rendu compte que je perdais de l'énergie, je donnais de l'attention, je donnais du temps à des choses qui étaient inutiles et qui faisaient pas partie de mes priorités. Mais comme je ne savais pas quelles étaient mes priorités, tu voulais que je fasse quoi? Je perdais mon temps. Je donnais tout simplement mon temps et mon énergie à des voleurs de temps. Et là aussi, je t'invite à te poser la question. Est-ce que tu connais vraiment tes priorités? Est-ce que même avant, tu visualises la fin? Tu sais où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu as une vision pour ta propre vie? Et enfin, est-ce que tu es proactif ou réactif? Moi déjà, sur les 3 habitudes, Stephen R. Covey, il m'a séché. Il m'a mis une gifle. C'était d'une violence et en même temps, c'était de cette violence dont j'avais besoin pour prendre des décisions différentes. Et donc, ces 2 livres m'ont amené à revoir toute mon hygiène de vie,
à me coucher plus tôt, à mieux manger, à arrêter de manger du sucre à outrance parce que je me sentais pas bien. Mais comme je me sentais mieux finalement avec ce Miracle Morning, j'avais moins besoin de manger du sucre. Ça a été vraiment des petits pas comme ça que j'ai fait au quotidien. Donc ça, c'est juste le premier point. Et ce premier point, il est vital parce que si tu es tout le temps sous tension, fatiguée, anxieuse, stressée, tu peux pas laisser passer l'énergie de vie. Tu perds ta capacité à créer des choses, tu perds ton inspiration, tu perds ton pouvoir créateur, ta souveraineté personnelle. Donc si dans la vie, tu te reconnais dans l'état là, d'épuisement professionnel et de burn-out, sache que l'énergie de vie ne peut pas passer à travers toi. Ça va te demander un peu d'audace, un peu d'organisation pour remettre en place des conditions qui sont écologiques pour ta santé mentale et physique. Et là, tu vas pouvoir commencer à faire des choses qui sont différentes. Je me rends compte que j'ai un peu trop développé le point 1, mais on y va. Le deuxième, et qui est lié au point 1, c'est d'accepter que j'avais besoin de temps seul. Et quand on passe déjà pas beaucoup de temps avec ses proches, se dire bon, en fait, j'ai quand même besoin de temps seul, de temps pour moi, on passe pour une grosse égoïste. D'accord? Ça passe pas du tout. Moi, je sais que dans ma famille, que ce soit proche, ma famille africaine, ma famille réunionnaise, c'est pas du tout bien passé. J'avais des réflexions tout le temps. Tu viens pas au repas de famille, tu fais pas ça, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils se rendent pas compte que je suis en dépression. Je suis dans un état d'épuisement tel que j'ai envie de pleurer, mais j'ai même plus de larmes, tellement je suis fatiguée. Et eux, ils me demandent de faire des sorties, des repas. Non, en fait, j'ai juste envie de rester dans mon lit. Je me suis détachée du regard des autres et j'ai commencé à vivre ma propre vie. Au lieu d'aller à des repas de famille qui allaient m'épuiser avec des gens que j'avais pas forcément envie de voir, à dormir, à me reposer, à faire du sport, à cuisiner, à lire. Et ce sont des choses qui sont toutes simples, mais je peux t'assurer que ces moments de solitude ont été primordiaux pour sortir du burn-out parce que j'ai envoyé le message à mon âme et à Dieu que je comptais. Ça a été un message d'amour pour moi-même, me donner la priorité, en dépit de toutes les remarques que j'avais. Donc le point 2, la solitude. Après l'hygiène de vie, après la solitude, le troisième point, ça a été d'identifier mes comportements qui étaient problématiques avec les autres. Mes comportements d'auto-sabotage, toutes mes séquences de stress. Et là, pareil, ça s'est pas fait tout seul. J'ai lu un bouquin qui s'appelle qui initie à la ProcessCom. Et à cette époque, j'étais pas encore formée à la ProcessCom. J'ai rencontré un coach ProcessCom qui m'a fait mon profil ProcessCom. Et là, troisième étape de l'alignement qui a été un peu, compliquée, j'ai découvert tout mon ombre, tous mes comportements sous stress, tous les mécanismes d'auto-sabotage que j'avais. Quand j'étais en colère, quand j'étais stressée, j'ai découvert que j'arrivais pas à déléguer, que je devenais un tyran, que je devenais froide, que j'avais une colère qui était quand même assez froide, que je critiquais les gens. Tous les trucs que tu fais qui sont liés à mon profil quand tu es en état de stress. Laisse-moi te dire qu'en état d'épuisement professionnel, ces traits de personnalité, c'était mon quotidien. Ok, donc là, mon ego est quand même ébranlé, mais j'ai la volonté de me dire, de toute façon, il y a quelque chose qui va pas, donc ça me semble réel, là, ce que me dit ce livre. Je me reconnais dans ça. Et donc là, je commence à comprendre que ce sont des comportements sous stress. Quand je commence à critiquer les compétences des autres, c'est que je suis déjà en deuxième degré de stress et que je réponds pas du tout à mes besoins. Quand je commence à devenir un tyran au niveau des horaires, au niveau de l'organisation, que je suis hyper stressée, que je suis sèche, que je suis froide, que je fais du micromanagement, que ce soit à la maison comme avec mes équipes, c'est qu'il y a un problème, c'est que je réponds pas à mes besoins. Je suis pas foncièrement comme ça. Découvrir ça, je me suis dit waouh, mais il y a des gens qui arrivent à prédire ces types de comportements. Mais si on peut prédire ces types de comportements, ça veut dire qu'on peut en sortir. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de la ProcessCom. Je me suis dit, mais c'est un outil qui est formidable. Ça m'a expliqué pourquoi j'avais des problèmes avec mon ex-mari, mes frères et sœurs, pourquoi j'arrivais pas à communiquer avec mon père, pourquoi certaines personnes au travail, je les comprenais pas. Il y a juste un test, un livre, j'ai tout compris, j'ai fait, non mais attends, pourquoi on m'a pas dit ça avant? Dans ce troisième point, le fait d'identifier mes comportements sous stress, tous mes mécanismes d'auto-sabotage, parce que c'est bien de l'auto-sabotage, parce que quand tu te comportes comme ça avec les gens, tes relations elles sont pas saines, elles sont pas apaisées, tu t'embrouilles, tu finis par être rejeté.
En plus, moi, j'ai la blessure du rejet. C'est venu renforcer ça. Et puis, je crois que ce qui m'a achevé, c'est quand j'ai découvert mon scénario d'échec, qui est le tant que. Alors là, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir le triptyque que j'ai fait sur l'autosabotage, qui te parle des profils de personnalité et de tous les scénarios d'échec. Le mien, c'est le tant que. Donc, c'est tant que j'ai pas fini de travailler, je me repose pas. Et juste cette phrase, elle décrivait ma vie. Ce mécanisme d'autosabotage, c'était l'illustration de ma vie. Tant que je n'ai pas fini de travailler, je ne me repose pas. Je ne peux pas me faire plaisir, je ne peux pas passer du temps avec mes proches. C'était mon quotidien. Et je vois ça écrit noir sur blanc. Et donc, je lis ça, je commence à pleurer. Je me dis, mais c'est pas possible qu'un psychologue américain qui me connaît pas arrive à sortir tout ça sur moi. C'est une blague. Non mais attends, ça veut dire que quelque chose d'autre est possible. Donc dans les 3 premiers points, ces livres, l'hygiène de vie, la solitude, identifier mes comportements. Je me dis, mais en fait, ces comportements sont prévisibles, on peut en sortir, on peut faire quelque chose. Et là, il y a cette graine de le leadership personnel qui arrive. Il y a vraiment quelque chose en moi qui naît, qui dit, tu peux faire autre chose, tu peux relever la tête, tu peux sortir de cet état. Et je commence à comprendre quels sont mes besoins. Je commence à déjouer mes mécanismes d'auto-sabotage, de stress. Pas parfaitement, mais je vois des améliorations tout de suite. Dès que je commence à comprendre mon profil de personnalité, je commence à reconnaître les comportements qui sont pas productifs que j'ai avec les autres, et là je me réajuste. Et je vois tout de suite, c'est magique, qu'il y a des bonnes réactions en face. Et que du coup, je commence à avoir des relations qui sont plus apaisées. Comme les relations sont plus apaisées, je me détends et je me sens un peu mieux. Et c'est des choses comme ça, au quotidien, qui ont changé ma vie et qui font que petit à petit, j'ai avancé. La 4e chose, et ça a été pareil, le fait de me faire accompagner, je l'ai compris, connaître mes valeurs et les honorer. Je fais une rétrospective de tout ce qui se passe dans ma vie, et là, je comprends tout ce qui s'est passé, tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure, quelles sont mes valeurs. La liberté, la transparence, la justice, la bienveillance, la famille, l'amour. Et je me rends compte que dans tout ce que je fais au quotidien, je n'honore pas mes valeurs. Et donc c'est pour ça que je me reconnais pas, c'est pour ça que je me sens aussi mal. Et j'ai l'impression d'être contrainte à prendre ces décisions. Or qu'en réalité, on a toujours le choix. Mais en tout cas, l'identifier, le comprendre, m'a aidé à me réajuster. Alors ça s'est pas fait en un jour. Mais déjà, rien que le fait de comprendre que c'était pour ça que je me sentais mal, ça a changé toute ma vie. Le 5e point, et pas des moindres, c'est la thérapie. Être accompagné par un thérapeute pendant plus de 3 ans, chaque semaine, ça a changé ma vie. Je suis arrivée dans son cabinet en étant une véritable handicapée émotionnelle. Je ne pouvais pas répondre à la question « Comment allez-vous ?» Parce que ça commençait toujours par là. « Comment allez-vous, Edmé ?» Il me questionnait émotionnellement, je répondais toujours de manière matérielle et pragmatique. « Ça va, j'ai fait ça. Ça va, je travaille. Ça va, ça. Ça va, ça. » Mais je disais jamais je vais bien, je me sens joyeuse, je suis en colère, quelque chose de l'ordre du registre émotionnel. Jamais. Je crois que j'ai mis 1 an à faire ça. 1 an, j'ai bien dit 1 an. C'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent je suis bloquée, je dis non mais en fait je crois que tu m'as pas vu avant. 1 an à parler des vraies choses. Typiquement, quand je suis arrivée chez le psy, au bout de plusieurs mois, il m'a fait une réflexion, il m'a dit « Mais vous parlez jamais de votre mari ?» Non mais ça me fait rire. Parce que c'est symptomatique quand on ne parle pas de quelque chose, c'est de l'évitement, le déni. Ça se passe mal, je n'en parle pas. Et moi j'étais là, bah ouais, non, mais parce qu'il y a plus grave, donc moi quand je viens pour vous parler de mes problèmes, je vous parle de mes problèmes, quoi. Lui, c'est pas un problème. Aujourd'hui, ça me fait rire parce que j'ai quand même beaucoup plus de capacité à exprimer mes émotions, à en parler, à être en thérapie aussi. Et c'est là où je vous alerte un peu sur l'immédiateté. Oui, il y a de la thérapie brève aujourd'hui sur certaines choses, mais aller toujours dans le bref, c'est pas forcément une solution. Le fait d'être en continu, de travailler plusieurs années, même avec quelqu'un, ça permet d'avancer, d'avoir une évolution. Une évolution, on peut se dire 1 an, 6 mois, c'est long, 2 ans, c'est long, mais en fait, quand on est vraiment bloqué sur beaucoup de sujets comme je l'étais, c'est pas en 3 séances qu'on va débloquer ça, parce que déjà, juste le temps de parler des vrais trucs, ça peut mettre beaucoup de temps. J'ai vraiment fait cet investissement en moi en me disant « Ok,
Là, je sens que ça va mal, je sens que je ne peux pas avancer toute seule. Je n'y arrive pas. Là, je n'y arrive plus. Même si j'étais pas forcément fan de la thérapie, après je suis enfant de psy, mais dans ma culture familiale, les gens ne vont pas voir des psys ou des thérapeutes. J'ai trouvé ce psy quand même assez merveilleux, avec qui j'ai pu échanger sur des sujets qui étaient très lourds, j'ai pu déposer mes émotions, j'ai pu comprendre mes rêves, analyser plein de situations, les décoder, les revoir, comprendre pourquoi j'étais mal à l'aise dans certaines situations avec ma famille, pourquoi j'avais des colères froides, pourquoi j'arrivais pas à exprimer mes émotions, enfin tout ce qui s'était passé pendant mon enfance, pourquoi maintenant je m'investissais autant dans le travail, pourquoi j'étais dans le déni de ma dépression. Oui, bah ça a eu un coût, ça a eu un coût hein, d'aller 3 ans et demi comme ça d'affilée en thérapie, mais j'ai gagné tellement que c'est inestimable. Et en même temps, j'avais commencé cette thérapie quand j'étais donc à HEC, bon, en formation de coaching. Bon, j'ai continué bien après. La formation HEC qui a duré 1 an, où on avait des intervenants chaque semaine sur des thèmes qui étaient très particuliers. Il y a beaucoup de gens de ma promo qui ont divorcé, hein. Il y en a beaucoup qui se sont séparés. Bon, il y a une fille quand même qui a fini en HP après la promo. Non pas que le cursus vous pousse, mais c'est qu'en fait, quand on n'a pas l'habitude de travailler sur soi et qu'on déterre comme ça des gros dossiers, eh ben ça chamboule. Ça chamboule beaucoup. Ça nettoie. Et le truc, c'est que dans ma promo, la moyenne d'âge c'était 48 ans, donc moi j'étais quand même assez jeune, hein, j'avais 32 ans quand je suis rentrée à HEC. Donc la capacité de résilience, elle n'est pas la même. Moi j'arrive à 32 ans, je me dis pas j'ai niqué ma vie. Quelqu'un qui a 48 ans, qui se rend compte de tout ça d'un coup, alors qu'il est proche de 50 ans, ça n'a pas le même impact psychologique sur lui. La thérapie avec le gros travail de développement personnel qui a été fait pendant ma formation de coaching qui était quand même assez dense et qui m'a demandé beaucoup d'investissement en termes de développement personnel et spirituel. Et je me suis ouvert aussi à un autre type de spiritualité. Voilà ce 5e point qui participe à l'hygiène mentale, l'hygiène émotionnelle. Et à ce moment-là, quand je le faisais, bien sûr que pour moi, c'était pas de l'hygiène mentale et émotionnelle. Là, je vous le dis avec le recul. Mais c'est ça, c'est le fait de pouvoir purger ses émotions, avoir un espace pour parler de tout ça. Comprendre aussi que j'avais pas une histoire facile. Parce que faut se mettre dans un contexte où moi, dans ma famille, oui, mon père était psychiatre, mais il n'y a pas du tout la culture de parler des choses. On a plus une culture africaine qui est une culture mais qui est complètement opaque. Tu te poses des questions, t'es enfant, mais limite on te répond pas. On te raconte pas ton histoire, on te raconte pas les secrets de famille, on t'apprend pas à verbaliser les choses. La culture du non-dit, où tu montres pas tes émotions, faut pas être faible, faut pas flancher, etc. Donc quand tu sors d'une culture comme ça, c'est pas évident de commencer à d'avoir un espace en fait et de t'en sentir en sécurité et de te dire mais en fait c'est normal de parler de ses émotions. Parce que toutes les émotions dont je parle pas, elles restent bloquées dans mon corps, elles créent énormément de blocages et de croyances limitantes, et après, ça impacte dans mes relations amoureuses, dans mon travail, dans ma capacité à me connecter à ma joie, à faire des choses, à créer, etc. En fait, ça a un impact sur toute ta vie. Et donc, je ne peux que vous recommander d'entamer une thérapie si vous sentez que vous en avez besoin. C'est l'ancrage et l'enracinement. Cet ancrage, pour moi, il a recommencé avec le Miracle Morning, où là j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à aller à l'église parce que j'allais plus à l'église aussi dans cette période-là. Parce que je travaillais le dimanche des fois, donc j'allais plus à l'église. J'étais complètement décalée en fait dans mes jours de repos. Comme j'allais pas à l'église, après je priais de moins en moins, et finalement je me suis éloignée de plus en plus de mes valeurs. Quand j'ai commencé à mettre en place le Miracle Morning, si mes boss voulaient absolument que je travaille le dimanche, je venais pas le matin. Je venais après l'église. Et ça, c'est un truc qui a complètement changé, en fait, dans mon énergie. Parce que là, je me suis dit, mais le dimanche, c'est un jour qui est dédié au Seigneur, qui est important pour moi, je ne squeeze pas. Et vous voyez, petit à petit, finalement, mon équilibre personnel a gagné du terrain. Le matin, le dimanche pour aller à l'église, même si je travaillais, le fait de prendre du temps toute seule, d'imposer aussi aux autres que j'avais besoin de temps pour moi et que j'avais besoin d'avoir cette hygiène de vie et j'avais besoin de prendre soin de moi tout simplement. Et une chose après l'autre, et ben cet ancrage a repris. La méditation, la prière, l'église et particulièrement la reconnexion à ma culture. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai pris des cours bibliques, le fait de me replonger dans des textes sacrés, universels, des principes qui sont beaucoup plus grands que la vie qu'on a maintenant, la société de consommation, la télé, enfin toute la culture qu'on a maintenant. Quand on étudie les textes sacrés, on part dans un autre temps
avec des choses qui sont tellement universelles que ça nous reconnecte à quelque chose de plus grand. On se dit: «Mais en fait, c'est pas ça le sens de la vie. En fait, j'ai pas envie que ma vie soit comme ça». Reconnexion à ma culture aussi parce que, bah, je suis repartie, à La Réunion, je suis repartie au Cameroun, commençais à me poser des questions vraiment sur comment vivaient mes ancêtres. J'ai pas eu toutes les réponses tout de suite, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé cette quête identitaire. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à écrire un livre qui n'est pas terminé et qui n'a jamais été publié, un livre qui est sur mon histoire, qui est sur la résilience, sur ma famille. Et finalement, comme c'est sur l'histoire de ma famille, bah, ça m'a reconnecté à ma culture, à mon pays, à mes ancêtres, pourquoi l'histoire de ma famille avait été comme ça, à découvrir tout ce qui est transgénérationnel. Et je trouve que c'est important aussi de se poser des questions sur sa famille. Ça participe à l'ancrage et à l'enracinement. Ta famille, c'est tes racines. Ces racines, elles sont particulières. Des fois, on va chercher dans d'autres cultures, culture orientale par exemple, pas forcément ta culture. Si par exemple, t'es italien, ou t'es marocain, t'es slovaque, demande-toi ce que faisaient tes ancêtres. Qu'est-ce qu'on fait dans ton pays? Qu'est-ce que faisait ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, comme rite pour les guérisons, les passages d'une étape à l'autre? Tu vois, pour tout un tas de choses. Je pense sincèrement que si on est venu ici sur Terre, qu'on a choisi cette famille, cette culture et la religion dans laquelle on est né, c'est qu'il y a une raison. Parfois, se détourner trop vite de notre culture parce qu'on vit dans un pays ou parce que les cultures orientales sont à la mode, qu'est-ce qu'on faisait déjà chez toi? Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, dans ta culture, on faisait quoi? La plupart du temps, on ne sait pas. Et c'est pas parce que tes parents t'ont pas raconté que c'est une excuse pour pas chercher. Cherche et tu trouveras. Reconnecte-toi à ça. Il y a une puissance dans ça. Tu as les mémoires de cette culture en toi. Et te reconnecter à ça, ça réveille des mémoires, ça réveille des talents, ça réveille ta mission de vie, ça te relie en quelque part au divin. Quand j'ai commencé à me relier à ça, je comprends petit à petit d'où je viens. Je viens d'une culture qui est riche, que j'ai trop négligée. J'essaie de comprendre ma culture camerounaise, j'essaie aussi de comprendre ma culture réunionnaise, j'essaie de comprendre leur vie, pourquoi mes grands-parents avaient été comme ça, mes arrière-grands-parents comme ça, et qu'est-ce que faisaient mes ancêtres. Et là, j'ai compris qui j'étais. J'ai commencé à comprendre comment je m'inscrivais dans ce livre de la vie. Mais sache que nous manquons à nos terres. Je manque au Cameroun. Comme tous les enfants, tous les descendants camerounais qui ne retournent pas chez eux et qui ne se reconnectent pas à leur culture. Notre terre nous appelle, et c'est pareil pour la Réunion. Notre terre nous appelle. Nous manquons à nos terres. Si tu m'écoutes, tu manques à la terre de tes ancêtres. Reconnecte-toi à ça, reconnecte-toi à cette culture. Ça te permettra de t'enraciner, de t'ancrer, de devenir plus fort. Et c'est vraiment un des points qui m'a fait prendre de la hauteur sur aussi cet état d'épuisement professionnel. Tu vois que petit à petit, tous ces trucs dans lesquels j'étais engluée, bah finalement, en me reconnectant à tout ça, ça n'avait plus de sens. Le 7e point, et le dernier, c'est le fait de poser des actions engagées. Et puis de lâcher prise. De me dire, ok, bah, je mets des choses en place au quotidien, comme le Miracle Morning, comme aller à l'église même si je travaille le dimanche, comme essayer de bien manger, essayer de comprendre mes comportements sous stress et de modifier. Tu vois, c'est des petites actions comme ça engagées, sans me mettre la pression. Mais je fais ce que je peux changer. Et petit à petit, comme ça, j'ai avancé. Et en fait, j'ai tellement pris du recul que ma pensée s'est clarifiée, que j'ai commencé à gagner de l'énergie. Et après, je me suis dit, bah attendez, mais non. En fait, moi, je vais quitter ce travail, je vais divorcer, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tu vois, j'ai commencé à changer des choses comme ça. Et quelque chose est arrivé, comme un rajeunissement cellulaire, tu sais, comme un grand reset. J'ai des personnes qui m'ont vu peut-être 7 ans et je les ai recroisées à des anniversaires d'amis en commun. Et ils me disent, mais attends, mais moi je t'ai croisé quand tu étais à cette époque-là, mais t'as pas du tout la même tête, t'as rajeuni, Edmé. Je suis là, maintenant j'ai vieilli. Non, non, t'as rajeuni. Ton visage, ton glow, mais ça n'a rien à voir. Même la mère d'une amie arrête pas de me le dire. Elle me dit, non mais attends, moi je me rappelle, j'ai gardé ton fils quand t'avais ce travail-là, mais t'étais éteinte. T'es beaucoup plus belle, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Mais tu n'as rien à voir. Moi, je m'en rends compte un peu. Bon, oui, je sais que je vais mieux, mais quand je vois dans leurs yeux la réaction qu'ils ont,
eh ben, je me dis que j'ai pas mal avancé. Donc tu vois, sortir du burn-out, c'est pas juste aller chez le psychiatre et qui te donne, un traitement médicamenteux, pour que tu puisses, sortir de la dépression. Pour moi, ça a été bien au-delà de ça. Les 7 choses que je t'ai mentionnées, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me réaligner, d'accord? Avec moi-même, avec les aspirations de mon âme. Peut-être que j'ai fait d'autres choses encore parce que mais en tout cas, ça, ce sont vraiment les grands points que je vais te répéter. Donc la première, c'est l'hygiène de vie, le fait de rééquilibrer mon alimentation, de me reposer, de faire du sport. Point très important. Le deuxième, c'est passer du temps seul. Comprendre que j'avais besoin de passer du temps seul pour prendre soin de moi et éventuellement pour ne rien faire. Troisième, ça a été d'identifier toutes mes problématiques d'auto-sabotage, mes mécanismes de stress, mes scénarios d'échec, avec un test de personnalité, avec la process-com dont je me suis servi. Le quatrième, ça a été d'identifier mes valeurs et de les honorer dans ce que je faisais, ce que je disais, j'agissais en congruence avec mes valeurs. Et rien que le fait déjà de les identifier et de comprendre ça, ça a été dingue. Cinquième, ça a été commencer une hygiène de l'être, une hygiène mentale, une hygiène émotionnelle avec la thérapie qui m'a sauvée, on va pas se mentir. Sixième, ça a été l'ancrage, l'enracinement, la reconnexion à ma culture, le fait de méditer, de prier, d'étudier des textes sacrés et aussi de comprendre que j'appartenais à deux cultures particulières et de me reconnecter à mes ancêtres petit à petit, de chercher en tout cas à me reconnecter à ça et d'aller vers ça. Et la septième, c'est poser des actions engagées au quotidien et lâcher prise. Lâcher prise sur le résultat. Arrêter de me dire, mais là, j'ai l'impression que ça change pas. Non. Je mets des actions qui correspondent à ce que je veux et petit à petit, j'avance et j'arrête de me prendre la tête quand tout se passe pas comme je le veux. Voilà les 7 étapes qui m'ont permis de sortir du burn-out, de me réaligner, de me sentir beaucoup mieux, de récupérer mon énergie de vie, d'arrêter de subir ma vie. Ce que je te souhaite, si tu es dans cet état d'épuisement professionnel, c'est que cet épisode t'aide à y voir plus clair, à mettre des choses en place. Et n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit à moi ou à un autre thérapeute, mais ne reste pas seul, ne t'isole pas. Rappelle-toi que je mangeais des gâteaux toute seule dans mon lit, à prendre du poids, à ne plus me reconnaître et à être dans un état dépressif accentué avec ce sucre auquel j'étais accro. Donc ne fais pas comme moi, demande de l'aide beaucoup plus tôt, relève-toi et connecte-toi à Dieu aussi. Demande-lui de mettre des gens sur ta route qui vont t'aider à y voir plus clair, qui vont t'aider dans ce chemin de guérison et qui vont te permettre de récupérer ta lumière. Pluriel. Et pour finir, j'ai envie de te dire que toute cette souffrance va te permettre de grandir en conscience. C'est comme un retour à la maison où tu vas te retrouver, tu vas te rencontrer, tu vas te rappeler qui tu es vraiment. Tu vas te rappeler de ta famille d'âme, faire des rencontres d'âme à âme avec tes frères et sœurs. Tu vas te reconnecter à ton cœur, à ce qui le fait vibrer au quotidien, à ce qui te met en joie. Parce que tu sais que la vraie liberté, elle n'a jamais été à l'extérieur de toi. L'extérieur n'a pas ce pouvoir. La réelle liberté, elle est au plus profond de toi. Dans ce monde intérieur qui est magique, qui est mystique, où tout est possible. Cette expression authentique de toi que tu cherches désespérément, elle est à l'intérieur de toi. Et ton système nerveux ne pourra pas la libérer s'il ne se sent pas assez en sécurité. Ce potentiel que tu as, tu ne le verras pas si tu ne construis pas cet espace de sécurité. Tu dois apprendre à créer cette safe place pour toi-même, pour libérer les énergies bloquées dans ton corps, pour libérer ta créativité, pour libérer ta capacité à aimer, à recevoir de l'amour. Et tu verras que tu vas te libérer de cet état de manque. Tu vas commencer à créer chaque jour une vie qui te ressemble, à réveiller ce potentiel, cet être créateur qui sommeille à l'intérieur de toi. Je te souhaite une belle exploration.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il t'aura apporté des pistes de réflexion. Si tu es en état d'épuisement professionnel, si tu sens que tu es complètement désaligné, si tu sens que tu es en souffrance, surtout, n'hésite pas à te faire aider, à en parler autour de toi à des personnes qui sont bienveillantes, à aller consulter des professionnels. Parce que tu n'as pas à rester seul. Tu sais, on ne décide pas des obstacles, des situations qu'on va rencontrer dans notre vie. En revanche, on est responsable de l'impact que ça va avoir dans notre vie, de ce qu'on en fait, de si on arrive à les transcender ou pas. Et c'est à nous de mettre en place des choses qui vont faire qu'on arrive à dépasser ces blocages et cette situation de souffrance, pour pouvoir faire preuve de résilience, pour pouvoir se réinventer. Donc n'hésite pas, si tu as besoin de moi, je suis là. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, pas sur mon site internet, et si le cœur t'en dit, réserve une séance avec moi. Si mon approche ne te convient pas, cherche un autre thérapeute, va sur Google, demande une recommandation à tes amis, mais ne reste pas seul. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de liker, de partager, de l'envoyer à quelqu'un qui en a besoin, de me taguer sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de voir à quel point les épisodes peuvent vous plaire. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, faites-vous passer en priorité et ménagez-vous. Faites quelque chose qui vous met en joie. Reposez-vous. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.